Alors, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir ce matin pour un nouveau webinaire qui est consacré à la motivation des collaborateurs en entreprise. Et ce matin, je reçois deux intervenants qui sont Aline Leboeck et Yves Duron. Bonjour Aline, bonjour Yves. Bonjour. Aline, je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes dirigeante du cabinet de conseil Adéquation. Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, je dirige un cabinet de ressources humaines, un cabinet Adéquation carrière et compétences. On est situé à côté de Rennes. Et je participe à ce webinaire puisque on accompagne les entreprises et les particuliers justement dans leurs projets professionnels et notamment aussi à travers leur motivation. Ça marche. Et donc Yves Duron, qui est psychologue du travail et psychosociologue. Yves. Oui, bonjour, je suis donc le co-créateur avec le professeur Zuy-Segal de la solution et de la méthode Motiva, méthode d'accompagnement des carrières et outils donc utilisés par pas mal d'entreprises, de cabinets pour accompagner les carrières des collaborateurs, dont Aline, ici présente. Ça marche. Alors pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet et contextualiser un peu cette notion de motivation, la crise sanitaire qu'on traverse actuellement et qui a tendance à s'établir dans le temps et à durer, a forcément un impact sur les motivations personnelles, mais du coup obligatoirement sur les motivations des collaborateurs en entreprise. Oui, alors effectivement, il y a... Je vais prendre la parole et puis je laisserai Aline compléter. Nous, on travaille beaucoup sur le sujet, évidemment, on observe un petit peu ce qui se passe en ce moment. Je pense que c'est presque un moment historique sur la motivation, puisque premier élément, finalement, ça nous a permis d'expérimenter d'autres façons de travailler, de nouvelles formes de travail. Certains ont pu aller faire des colocations de travail dans des lieux de vacances assez sympas. Donc, évidemment, ça challenge un peu notre façon traditionnelle de travailler. Donc pour certains, c'est très bien passé. Finalement, ils ont converti cette difficulté en opportunité de travailler autrement. Et ça a eu un changement assez important. Pour d'autres, c'est plutôt de la souffrance, se retrouver seul dans un petit logement à travailler. Donc tout ça, évidemment, ça nous challenge. Ça nous challenge à tel point que ça peut même nous challenger en termes de choix de métier. On voit malheureusement que les infirmières, où il y a énormément de demandes de reconversion d'infirmières en ce moment, sur certains métiers où les gens souhaitent en changer. Tout simplement, je crois qu'aujourd'hui, à peu près, la dernière étude, 50% des gens qui, suite à cette crise, ont un peu intensifié leurs réflexions concernant ce qu'ils allaient faire de leur carrière, de la suite de leur carrière. Donc, c'est un impact quand même assez majeur. Puis peut-être troisième point, la fatigue psychologique et physique. Je crois qu'il y a à peu près 45% des collaborateurs qui se déclarent au bord de l'épuisement suite à cette crise. Donc tout ça, évidemment, sur la motivation, c'est aussi un impact assez important. Et alors, dans les RH, j'avais noté le chiffre, c'est 82% des RH qui se disent au bord de l'épuisement, selon le baromètre Tissot Payfit. Donc on voit que voilà, c'est pas rien. Donc il va falloir vraiment le prendre en compte pour les mois à venir. Donc ça va avoir un véritable impact sur la motivation et de manière assez durable, je pense. Et donc sur les comportements en entreprise qui peuvent être assez différents. Je discutais ce matin avec une DRH, je ne citerai pas le nom de la société, mais c'est une société assez connue qui me disait aujourd'hui on a des réactions de la part des collaborateurs qu'on n'arrive pas à anticiper parce que c'est des réactions qu'ils n'avaient pas auparavant. Où elle me disait avant on arrivait à régler certains problèmes en discutant simplement. Et aujourd'hui, c'est quasiment plus possible. On a des réactions beaucoup plus épidermiques, beaucoup plus radicales en cette période. Aline, quel est votre avis sur la question ? Je rejoins complètement ce que disait Yves. Je pense que ça a à la fois été une crise bénéfique sur le plan de la réflexion et à la fois qui a fragilisé aussi beaucoup de personnes, une grande majorité de personnes. C'est toujours un moment de prise de recul, notamment les moments où les personnes ont été confinées, mais en même temps, donc il peut y avoir ce moment de réflexion et un côté révélateur.
Mais je suis d'accord aussi pour dire qu'il y a un effet aussi de fatigue et très réactif et épidermique. Donc, des fois, ça peut être aussi forcément la bonne réflexion parce qu'il y a un contexte très particulier. Je pense qu'au moins, cette crise, elle a remis la question du sens au cœur du sens au travail. C'était déjà quelque chose qu'on évoquait avant la crise, mais qui est d'autant plus ressorti. Et puis, c'est vrai qu'elle a permis d'expérimenter des choses, des fois de déconstruire certaines idées préconçues. Moi, j'accompagne des personnes qui rêvaient un peu le télétravail. Ouais. Il y a aussi des personnes qui ont pris conscience de certains éléments. Quelqu'un qui s'est rendu compte, oui, le télétravail, ça fonctionnait bien pour lui, ça ne le dérangeait pas, mais que finalement, sa motivation dans son travail, c'était ses collègues, c'était le lien social et que le fait de ne plus avoir ça, il était moins motivé, il trouvait moins d'intérêt dans son travail. Donc voilà, c'est pour moi à la fois une prise de recul pour les gens et à la fois une phase d'expérimentation qui a été difficile mais intéressante. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros manque de cohésion d'équipe. Ça a été souvent un sujet qu'on a abordé là sur les derniers mois en termes de motivation à travailler. C'était pas tellement le problème du télétravail, c'était plus le problème d'être en équipe, d'être ensemble de ne plus être ensemble qui posait problème. Alors, pour revenir sur cette terminologie de motivation, Aline, vous nous avez proposé un visuel qui est un petit exercice et qui va permettre en fait à nos participants là, de ce matin de nous dire ce que leur inspire cette photo. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat ce que ça vous inspire en termes de motivation, cette image? Allez-y, vous pouvez répondre dans le chat. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est si vous étiez à la place de cette personne, en Anorak rouge, là, qui a l'air de regarder cette montagne avec envie ou appréhension, en tout cas, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous motiverait à la gravir, à accéder, à aller sur ce sommet? Alors, on a pas mal de réponses. Dépassement de soi, surpassement, la grandeur, challenge à relever, la liberté. C'est beau. Ouais, c'est sûr, c'est beau. Ça donne envie, la montagne en ce moment. La curiosité, avancer, surpassement, envie de vraies vacances. Ça, c'est une bonne motivation. Je crois qu'on en a tous envie. Pouvoir de l'imagination, l'effort, voir le soleil. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je ne m'attendais pas à ces réponses type voir le soleil, et ça fait plusieurs fois que je le vois passer. C'est peut-être lié au confinement. La conquête, la créativité, encore voir le lever du soleil. On n'a pas encore la réponse à voir la marmotte qu'il y a derrière. Ouais, même si l'objectif semble dur et loin à atteindre, il est possible. Avancer. Espace de respiration, curiosité. La vue d'en haut, il y en a un qui a dit ça aussi. Ouais. La vue d'en haut, idéal à atteindre. Le succès à l'image de la Suisse. Les challenges à relever, ça revient aussi pas mal. La grandeur, le défi, se dépasser, aller plus haut, un idéal à atteindre, obstacle insurmontable. Ok, super. Aline, une réaction à chaud par rapport à ces commentaires? Alors, nous, c'est un exercice qu'on fait souvent faire pour montrer que finalement, on ne va pas forcément être tous motivés par la même chose. Toujours, ça peut être, en effet, donc, il y a la notion de dépassement de soi, il peut y avoir la notion de dépense physique, d'être en forme, il peut y avoir la notion d'aller voir la vue qu'il y a de là-bas, de cette notion de liberté. Il peut y avoir aussi une notion des fois de reconnaissance sociale, être le premier à gravir cette montagne, ou d'aller voir la marmotte qui est à côté. Et on se rend compte que chaque réponse, chaque personne a sa propre réponse, et qu'il faut faire très attention à ne pas projeter son idée, sa motivation sur ce que peut être celle des autres. Ouais. Voilà.
Yves, un commentaire sur ces réponses? Bah oui, effectivement, c'est la diversité. Ce qui est étonnant, c'est la diversité finalement. Qu'est-ce qui pourrait nous pousser D'ailleurs, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de gravir cette montagne? C'est vrai. Mais une fois qu'on a cette envie, effectivement, c'est la diversité finalement des raisons qui nous pousseraient à le faire. Et on voit que, comme disait Aline, hein, c'est vraiment chacun a ses moteurs. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que j'imagine que quand on organise comme ça l'ascension d'un mont en équipe, chacun a des moteurs qui sont pas forcément les mêmes, et finalement on arrive quand même à travailler ensemble. Donc c'est intéressant comme image de l'entreprise, c'est ça aussi, c'est-à-dire que chacun a ses moteurs, on n'a pas tous la même motivation, donc il faut pas raisonner à la place des autres, mais au final, ce qui est beau, c'est que tous ensemble on arrive à un objectif commun, mais parfois avec des motivations très différentes et très diverses. Ah, vous mettez l'accent sur le tous ensemble, hein, alors que là, on a une image d'une personne face à un défi. Hein. C'est vrai, mais souvent, les ascensions sont rarement tout seuls. Donc là, je sais pas, c'était pendant la pause peut-être, mais souvent les ascensions, les choses difficiles, on les fait mieux à plusieurs que tout seul. Ouais. Et alors, le photographe est peut-être avec la personne. Voilà, déjà. C'est vrai. Déjà, il y a forcément le photographe sûrement derrière. Mais il y a le hors-champ. Le hors-champ est important aussi. Pour revenir sur le sujet de la motivation, Yves, quelle définition on pourrait donner de la motivation? La motivation, c'est la force qui nous pousse à nous lever le matin pour faire quelque chose, hein, que ce soit gravir une montagne ou aller au travail. Après, la vraie question, finalement, c'est pas tellement la définition de la motivation, mais c'est finalement qu'est-ce qui... D'où vient cette énergie? Qu'est-ce qui la provoque? Parce que clairement c'est une énergie, mais finalement on vient le voir avec l'exercice. Chacun peut justement avoir des motivations ou des moteurs différents. Nous on préfère parler de ressorts clés de motivation individuels, qui sont justement le sens, la reconnaissance, le challenge. En réalité, la motivation, c'est un terme un peu générique, mais si on se limite à ça, on ne va pas très loin. Donc, il faut vraiment le décortiquer pour savoir qu'est-ce que ça veut dire pour une personne. On est motivé par quelque chose, et chacun est différent, comme on vient de le voir. Hein. Il y a des personnes, ça va être la compétition qui peut les motiver, d'autres, au contraire, ça va être quelque chose de rédhibitoire. Donc, chacun est différent, et c'est plutôt ça qu'il faut regarder de près, c'est vraiment les ressorts de motivation individuelle des personnes. D'accord. Alors, effectivement, chaque personne va avoir ses propres moteurs, ses propres leviers de motivation. Vous avez créé Motiva, qui est une solution qui permet d'accompagner la carrière des collaborateurs dans l'entreprise. Comment ça fonctionne? Motiva, justement, ça va permettre. Alors, c'est sous forme d'un questionnaire. Donc, on est invité à répondre à un questionnaire. On va pouvoir mesurer un certain nombre d'éléments. Les domaines d'activité qui nous intéressent, justement, qui nous donnent de l'énergie, nos ressorts de motivation. On l'évoquait, hein, le sens, le challenge. Quels sont ceux qui sont importants, ceux qui sont moins importants, ceux qui sont pas importants du tout. Également, la perception, tout ce qui peut être un frein à notre motivation, c'est-à-dire le fait et à nos projets, c'est le fait de justement comment on perçoit ses compétences. Ce qui est parfois plus important que nos compétences objectives, hein, c'est comment je perçois mon mindset, c'est-à-dire sont les travaux de Carol Dweck, c'est-à-dire que c'est à quel point je pense être capable de développer de nouvelles compétences dans différents domaines. Tout ça, ça fait évidemment si je me sens un peu bridé dans ce que je me sens capable de faire, tout ça va me limiter, et je vais tout de suite me dire la montagne, de toute façon c'est mort, j'y arriverai jamais, j'ai pas assez de souffle, je suis mal entraîné, donc on se ferme des portes immédiatement. Donc Motiva, c'est ça va permettre de mesurer tous ces aspects, des soft skills aussi que je vais pouvoir réutiliser dans différents contextes. Donc tout ce qui contribue à la réussite de son projet de carrière. Et ensuite, donc on va avoir des résultats qui vont être exploitables par des consultants, des coachs qui sont formés à utiliser notre solution, notre outil et nos méthodes d'accompagnement.
dont voilà, Aline fait partie de ces personnes. Et on va pouvoir accompagner des personnes dans leur projet de carrière à travers cet outil, en explorant aussi les métiers qui me correspondent le mieux, justement par rapport à mes intérêts, mes motivations, mes forces, etc. À travers une base de 2000 métiers, avec tous les nouveaux métiers. Alors, il y a pas... Si, il y a guide de montagne, ça y est aussi. Hein. Il y a effectivement tous les nouveaux métiers qui émergent aujourd'hui, qui sont extrêmement, voilà, notamment pour les plus jeunes. Hein, il y a des métiers très nouveaux qui suscitent pas mal d'intérêt. Donc, tout ça, c'est très actualisé, hein, pour justement être collé avec le monde d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que passer ce test, alors Motiva, je l'ai passé pour voir un peu comment ça se présentait, etc. J'ai pas été débriefé, mais c'est pas très grave. Ça a quand même permis de voir un petit peu le type de questions qui étaient posées en fait lors du déroulement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Il y a certains points sur lesquels ça m'a permis de m'interroger, des questions auxquelles j'aurais pas pensé, qui me seraient pas venues, par exemple. Donc c'est aussi peut-être aussi un outil qui permet, alors pas de faire une introspection complète, mais ça permet quand même, je pense, aux collaborateurs aussi de se poser des questions, et parfois les bonnes questions auxquelles il n'aurait pas pensé, pour vraiment travailler sur ses propres... Tout à fait, ça va vraiment aller chercher, nous on a fait des recherches pour aller explorer tout ce qui pouvait exister en matière de ressorts de motivation, alors en France, mais pas qu'en France, hein, dans différents pays. Et finalement, voilà, Motiva, c'est le reflet de ce travail de recherche où on va vraiment scanner un peu en profondeur tout ce qui potentiellement peut être un levier de motivation pour une personne. Alors, il y a des motivations qui sont moins partagées. Hein. Le sens, c'est vraiment une des motivations les plus partagées aujourd'hui, la recherche de sens dans son travail. Mais il y a des choses comme faire respecter la loi, qui sont importantes pour certaines personnes. Je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément celui qui a le plus de succès. Donc effectivement, tout le travail, ça a été de bien identifier l'ensemble des ressorts possibles, et puis ensuite on s'évalue par rapport à ces ressorts de manière très systématique. Ce n'est pas du tout la même chose que quand on vous demande qu'est-ce qui vous motive, où souvent on a un peu des choses un petit peu attendues. Oui. Alors, Aline, en quoi c'est important de bien comprendre les motivations de ces équipes, de ces collaborateurs ? Avoir des salariés motivés, ça impacte directement le bien-être et la performance de l'entreprise. Vraiment, c'est deux notions qui sont complètement liées, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, d'ailleurs. Et donc le fait de comprendre les motivations de chacun, ça permet de savoir finalement qu'est-ce qui va mettre cette personne en action. Ça peut être une aide au management. Et puis, pour la personne elle-même, hein, pour le collaborateur lui-même, savoir ce qui nous motive, ça nous aide à faire des choix, en fait. Des choix et à nous guider dans nos décisions de carrière, dans un repositionnement professionnel. Voilà, donc. Et puis, ça, encore une fois, faut faire attention au biais de projection. Un manager peut avoir tendance à croire qu'un tel va être motivé par ça parce que lui-même est motivé par ça. Or, finalement, ce sera autre chose qui le motivera. Et même s'il y a des points communs sur des motivations selon des postes, alors je vais prendre l'exemple un peu bateau du commercial, on pourrait se dire que les commerciaux sont tous animés par la même chose. Eh ben, c'est faux. Au sein d'une même équipe, deux commerciaux peuvent être motivés à atteindre leurs objectifs, mais pour différentes raisons, pour différentes motivations. Un, ça va être plus la satisfaction client, le développement du lien. Un autre, ça va être peut-être le gain. Un, ça va être le challenge. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que on aura vraiment des motivations individuelles. Comprendre les motivations, c'est aider le collaborateur à se positionner et c'est aider le manager à manager. D'accord. Laure pose une question, elle dit « La recherche de sens dans son travail sous-entend beaucoup d'autres moteurs. Cela peut demander d'être exploré davantage. » Et comment on peut justement travailler sur ces axes Alors, c'est une très, très bonne remarque parce que c'est exactement ce qu'on apprend à faire dans les formations Motiva. C'est à explorer, parce qu'évidemment, le sens,
être stimulé intellectuellement, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc, on va apprendre justement à explorer. Tu m'entends en écho, je ne sais pas si c'est normal. Ici, ça va. Moi aussi. C'est peut-être. Ouais. Donc, pouvoir effectivement poser qu'est-ce que ça veut dire stimuler intellectuellement, qu'est-ce que ça veut dire que le sens pour une personne, et c'est vrai que ça peut être différent d'une personne à une autre. Déjà, on a des ressorts qui sont différents d'une personne à une autre. Et puis ensuite, on peut avoir effectivement des raisons différentes qui on ne va pas se limiter dans Motiva à cette information de juste savoir que la personne recherche du sens, mais on va apprendre à justement aller chercher beaucoup plus loin pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à ses valeurs, à sa personnalité, à son expérience de vie, à son milieu social peut-être, à son milieu familial. Ça va faire remonter tout un tas d'éléments extrêmement intéressants qu'on va pouvoir justement utiliser dans l'accompagnement de la personne. Et je compléterai en disant que le Motiva donc, balaye quand même pas beaucoup de motivation. J'ai jamais un test pareil qu'un autre. Donc c'est assez complet, hein, ça va même sur des valeurs autres que le travail, hein. C'est sur des valeurs de vie. Et c'est un outil de support aussi de discussion, quoi. C'est-à-dire que si la personne veut aller creuser, bien entendu, c'est à discuter avec la personne qui accompagne, le RH ou le manager. Ouais, donc on n'est pas sur un test de motivation lié à l'entreprise. Ce qu'on cherche à savoir, c'est quelles sont les motivations en général de la personne. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel pour voir comment finalement on va pouvoir quelque part adapter l'entreprise aux motivations du collaborateur et voir comment le collaborateur va pouvoir aussi lui-même adapter ses propres motivations à son entreprise. Il y a un double jeu en fait. Et si finalement on ne peut pas nourrir toutes les motivations, parce qu'on peut être dans une entreprise où on ne peut pas remplir certaines motivations du collaborateur. Alors, par exemple, un collaborateur pour qui travailler en plein air serait très important, enfin qui est en lien et dans une entreprise ou qui n'a pas cette possibilité-là, hein, une entreprise tertiaire, urbaine, j'en sais rien. L'idée, c'est aussi de se dire comment, c'est une réflexion avec le collaborateur, c'est comment aussi nourrir ça autrement qu'au travail, parce que le travail est une solution, mais c'est pas la clé de tout. Donc le Motiva, il va aussi loin pour ça en disant même si on adapte votre poste ou le contexte, qu'est-ce que vous aussi, acteur hein, de vos propres choix et votre propre vie, qu'est-ce que vous faites pour nourrir ces motivations? Il y a un aspect assez responsabilisant aussi à travers cet échange et ce test. Oui, et puis la posture est importante, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quelques années, on était plutôt sur des questionnaires de satisfaction. On abordait la motivation de manière très top-down en demandant aux collaborateurs est-ce que ce que fait l'entreprise vous convient, grosso modo. Ça, aujourd'hui, je pense qu'il faut un peu s'en écarter pour partir vraiment du collaborateur. Qu'est-ce qui est important pour lui? Effectivement, ensuite, essayer de voir comment on peut, comment il trouve sa place, mais en le rendant acteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se motiver à la place des autres. Donc, il faut vraiment aider, en revanche, les collaborateurs à être acteurs de leur motivation et acteurs de leur parcours de carrière pour que ça puisse fonctionner. On est pas forcément. Ce qui est important, c'est déjà d'aborder des sujets. Les gens sont tout à fait conscients qu'ils vont pas forcément satisfaire l'ensemble de leurs besoins en matière de motivation ou d'intérêt, qui peuvent d'ailleurs être couverts par des activités extra-professionnelles à travers des vies associatives, des amis qu'on voit, de la bière qu'on boit justement, qu'on buvait plus au café ces derniers temps. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Alors, je vois qu'il y avait des questions sur n'est-ce pas lié aux besoins, bien sûr, c'est des besoins à satisfaire. Et si ces besoins sont satisfaits, que ce soit dans le travail ou dans leur travail, finalement, on arrive à trouver un équilibre à un moment donné. Et là, c'est vrai que pendant la crise, justement, il y a tout un tas de besoins qui ont été finalement plus satisfaits ni d'un point de vue professionnel, ni d'un point de vue personnel, puisque la vie, effectivement, avec les amis, etc., vie associative, c'est fortement réduite. On peut tout de suite penser à la fameuse pyramide de Maslow, là où on dit on colle tous à ça. Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est un schéma assez
simpliste intéressant, hein, une approche intéressante, mais simple des motivations qu'on a tous, mais après on les a tous avec des degrés différents, et ça, le sentiment par exemple d'appartenance ne veut pas dire la même chose pour chacun. Donc c'est ça qui est intéressant. Le Motiva va plus loin que juste poser la question de la pyramide de Maslow, quoi. Et puis c'est vrai que dans le test, on a tout au long quand même une référence qui est intéressante, c'est de savoir si, enfin c'est ce que j'ai ressenti, si le collaborateur est autant motivé par son travail que par sa vie privée, quelle est la frontière entre les deux, quel temps je souhaite accorder à mon travail, quel temps je souhaite, enfin quel équilibre des temps de vie me correspond le plus. Et ça c'est quand même hyper important dans la motivation pour pouvoir cerner la motivation d'un collaborateur dans l'entreprise. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois ce qui est important pour moi en matière de motivation, ce qu'on appelle les ressorts clés de motivation, et ensuite également à quel point je suis satisfait actuellement des ressorts qui sont importants pour moi. Donc ça donne un indicateur de satisfaction motivationnelle. Et on sait qu'au-dessus de 70%, les gens généralement sont plutôt épanouis dans leur travail. Entre 50 et 70, c'est là qu'on commence à se poser des questions, quand on rentre chez soi en se disant tiens, est-ce que je ne ferais pas mieux de faire autre chose? Et puis en dessous de 50%, là c'est vraiment on prend sur soi et ça va plus du tout. Et il faut que l'entreprise quand même arrive à mettre en place des actions pour éviter de laisser des gens trop longtemps dans cette situation. Et voir, ce qu'on dit aussi dans le Motiva, c'est qu'en dessous de 25%, c'est un vrai signe d'alerte au niveau des RPS. C'est-à-dire que si vraiment tout c'est à plat, hein, si on est à moins de 30%, c'est alertant. Hein. Nous, en tant qu'accompagnateurs, c'est vrai que là, on fait très attention à ça, quoi. C'est plus que c'est vraiment du mal-être. Qu'on précise quand même, là, vous parlez de pourcentage, pour moi, ça ne veut rien dire. Hein. Ça veut dire que vous attribuez une note aux personnes? En fait, je laisse Aline expliquer. Allez. En fait, alors moi, c'est vrai que je ne suis pas créateur du test, je suis utilisateur depuis longtemps, mais ce que je trouve intéressant dans la démarche du Motiva, c'est qu'il y a non seulement ça fait ressortir nos motivations clés, mais ça donne une photo de en quoi aujourd'hui notre situation répond aux motivations clés. Et cette photo, elle indique en pourcentage en quoi on est le pourcentage de satisfaction par rapport au remplissage de ces motivations. D'accord, c'est une adéquation en fait. C'est un pourcentage d'adéquation. Ouais. Voilà, je veux dire de complétude, on pourrait dire, de complétude des motivations, on pourrait dire ça, Yves, ou je ne sais pas comment l'exprimer. Oui, c'est à quel point je suis satisfait de mes motivations clés sont satisfaites. Ouais. Motivation par motivation, on a ce pourcentage-là. Ça marche. Alors, on va poser une petite question au public par rapport à ces motivations. On va prendre l'exemple d'un ressort qui est la reconnaissance. Alors, pouvez-vous nous dire dans le chat, comme tout à l'heure, alors on répondra aux différentes questions que vous avez posées là par la suite. Pouvez-vous nous dire comment cela se manifeste pour vous, la reconnaissance en entreprise? Ça peut être la rémunération, ça peut être des merci par exemple. On a des RH ce matin. Donc on n'aurait pas les mêmes réponses en ayant une équipe de salariés. De commerciaux. De commerciaux, oui, c'est sûr. Je pense que c'est aussi. Ils n'ont pas les commerciaux. Non, c'est vrai que les bonus reviendraient et les primes reviendraient peut-être plus. Ouais. Donc on voit la capacité. Quoique les choses évoluent tellement aujourd'hui qu'il faut éviter de partir avec des a priori parce qu'on a souvent des surprises. J'ai travaillé avec des commerciaux justement d'une entreprise qui vend des produits liés à l'environnement, etc. Et ils sont beaucoup plus sur l'impact écologique. Elle est pas mal, celle-là. Cadeau livré à la maison par surprise. Ça, c'est pas mal. Bon, bienveillance, sourire, le merci revient beaucoup. Donc, aussi la notion de feedback qui est importante.
Ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve que dans leur réponse, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément des choses compliquées à mettre en place, quoi. Le sourire, le bonjour, le bravo. Non, mais voilà, on a des gens qui sont des fois en mal-être. On accompagne des personnes qui sont bien dans leur poste et parce qu'il leur manque des petites choses simples comme ça, quoi. Donc, il n'y a pas forcément besoin de révolutionner ou se dire, oh là là, c'est un problème d'augmentation et tout. Je crois que Yves nous l'avait dit dans la formation du test, hein, quand on avait passé, c'est la rémunération, les augmentations, on dit toujours c'est un pansement. C'est loin d'être souvent un facteur de motivation important sur du long terme. Et on se rend compte que dans les facteurs de motivation, il y en a plein d'autres avant que l'augmentation et la rémunération. Alors, je ne dis pas que ça compte pas, hein, ça compte forcément, mais c'est pas ce qui ressort en premier. Oui, et puis c'est vrai que augmenter quelqu'un, on sait qu'augmenter quelqu'un, par exemple, pour le faire rester dans l'entreprise, c'est effectivement mettre un pansement et la personne partira potentiellement 6 mois après. Donc, ça règle pas le problème. Ça règle pas le problème, effectivement. Mais on voit que d'ailleurs, la plupart de ce qui est cité là sont plutôt des motivations, ce que les psychologues appellent des motivations intrinsèques, hein, donc qui sont internes, plus que des motivations extrinsèques, donc primes, bonus, récompenses matérielles. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus, mais plus sur l'intrinsèque. Droit à l'erreur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est conjoncturel ou c'est quelque chose d'habituel? Il y a un impact par rapport à la crise ou c'est des choses on aurait eu les mêmes réponses il y a 18 mois, Yves? Oui, tout à fait. On retrouve ça. Alors, dans tous les pays, après, ça dépend des pays. Hein. Il y a des pays où on est un peu plus sur l'extrinsèque, hein, sur les récompenses matérielles, notamment en Asie, par exemple. En France, on est vraiment depuis assez longtemps, aux États-Unis, dans tous les pays occidentaux, souvent on est plutôt sur ces leviers de motivation. Donc il y a tous les travaux sur la motivation montrent que les facteurs intrinsèques sont aujourd'hui beaucoup plus importants dans le monde du travail alors que ça ne l'était il y a 30 ans, par exemple. Donc, la société a évolué. Les différences entre pays sont liées à des différences de culture, c'est ça? Il y a la culture où on en est aussi dans son stade de développement. Des pays qui émergent aujourd'hui, effectivement, ne sont pas forcément au même stade de développement. Une fois que finalement on a accédé à un certain nombre de besoins matériels assez simples, ensuite on va très vite passer à des choses un peu beaucoup plus intrinsèques. Alors il faut faire attention, c'est que si vous prenez aussi des salariés en France qui sont dans la survie, le salaire, ça va être quelque chose qui est extrêmement qui va apparaître beaucoup plus. Hein. Mais dès qu'on a atteint un certain niveau de confort, on va dire, eh bien tout de suite on va basculer vers des choses qui sont beaucoup plus liées à des choses, des leviers intrinsèques. Voilà. Le bisou, alors je sais pas, mais au moins le remerciement véritable aussi, alors à condition que ça soit pas un merci un peu automatique. Une fois que le manager a compris qu'il suffisait de remercier, ça lui coûtait pas grand-chose. Il faut le faire quand même avec un peu de discernement et à propos pour que ça soit efficace. On a une question là. On nous demande comment le lien social permet de garder le salarié motivé par rapport au contexte actuel. Quelque part, le lien social, il faut déjà qu'il soit important pour le collaborateur, parce qu'il y a des collaborateurs, c'est pas vraiment qui sont pas malheureux, qui sont pas malheureux dans la situation actuelle. Donc déjà, première étape, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce qui est important et pour qui, pour ensuite, parce que si on propose des choses à des gens qui sont très bien, vous savez aujourd'hui, je sais pas, il y a des développeurs qui travaillent chez eux, ou à distance, qui sont en digital nomade, je ne sais où. Ils sont le lien social par Zoom ou par tout outil à distance, alors va tout à fait, ils sont parfaitement épanouis comme ça. Donc, il faut faire attention parce qu'ils ont aussi leur réseau d'amis relationnels, etc. Donc, pas la peine d'aller proposer des choses comme ça à des gens qui n'en font pas la demande. Hein. Donc, vraiment, la priorité, c'est déjà d'identifier qu'est-ce qui est important et pour qui, pour ensuite, justement. Et c'est pour ça qu'il faut mettre à disposition des outils au niveau des collaborateurs pour qu'ils puissent, chacun trouve ses solutions en réalité. Il n'y a pas de solution top-down qui fonctionne, hein, parce que ce qu'on va faire de manière un peu top-down pour les uns, ça va déplaire aux autres, et au final, dans le meilleur des cas, on est un peu à somme nulle.
on a dépensé d'énergie, et puis c'est pas forcément de grande efficacité, donc va falloir vraiment faire du sur-mesure. Alors, il y a une question de David qui est intéressante, parce que finalement, Motiva, c'est un outil qui est utilisé de façon personnelle dans un objectif global d'entreprise. Donc la question, c'est comment concilier personnalisation et individualisation de la relation de travail avec le collectif. Ouais, c'est intéressant parce que faut réussir à trouver l'équilibre entre un cadre juste, équitable, et à la fois de la souplesse, que ce cadre ne soit pas rigide, que ce soit souple, pour finalement réussir à s'adapter aux besoins de chacun. Donc, en effet, c'est pas quelque chose de simple. C'est un équilibre à trouver, c'est pas évident. D'où l'importance des managers de proximité. Il y a des règles forcément dans une entreprise, il y a un cadre, il y a des règles, et après, l'idée c'est comment aussi on s'adapte à ces règles en fonction de chacun, quoi. Faut réussir à trouver le juste entre l'équilibre, entre quelque chose de trop cadré, rigide, et un truc où chacun fait à sa sauce, quoi. Voilà, puis après on peut aussi faire un peu du co-développement avec les équipes. J'ai travaillé avec une équipe en animant des ateliers, par exemple, sur ces sujets, où chacun passe Motiva, on a une idée de ce qui intéresse les uns et les autres, et chaque membre de l'équipe a une idée de ce qui est important pour lui. Et ensuite, on va travailler. J'avais une équipe, par exemple, qui avait un problème de reconnaissance, qui était très partagé. Ils avaient l'impression qu'ils n'étaient pas aimés dans l'entreprise. C'était des RH. C'était les mal aimés de l'entreprise. Et finalement, ils ont brainstormé pour essayer de réfléchir à des solutions pour justement, déjà ils ont décrit qu'est-ce que c'était ce manque de reconnaissance, comment ils le vivaient, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux. Et ensuite, ils ont effectivement trouvé des solutions très concrètes. Déjà, ils se sont dit, tiens, mais finalement, on se rend compte que nous, on ne donne pas non plus tellement de reconnaissance aux autres directions. Déjà, si quand un collaborateur vient d'être promu, si on marquait le coup, ça serait une façon déjà de donner de la reconnaissance. Peut-être que nous, on en aurait en retour. Et donc, ils ont mis en place tout un tas d'actions ensemble, qu'ils ont trouvées ensemble dans cette équipe, pour améliorer les choses qui n'allaient pas, tout simplement. Et puis après, on peut le faire aussi de manière un peu plus globale pour contribuer à l'objectif global de l'entreprise. Mais déjà, le faire comme ça par capillarité, de manière bottom-up, ça fonctionne très bien. Et au final, si tout le monde fait ça, on va bien converger vers effectivement un alignement par rapport aux objectifs de l'entreprise. Et puis c'est bien. Et pour compléter, Laure a une question. Elle demande si on peut utiliser Motiva dans un objectif de cohésion d'équipe. Oui, tout à fait, oui. Donc on peut utiliser, faire passer une équipe et travailler avec l'équipe. Alors souvent, ce qui est intéressant, c'est de mixer les deux, c'est-à-dire pouvoir voir chaque membre individuellement de l'équipe. Donc ça, c'est la situation la plus confortable pour justement bien comprendre ce qui se passe. Parce que parfois les équipes, il y a des gens qui sont, ce que disait Aline, c'est-à-dire qui sont pas du tout, en termes de motivation, c'est la catastrophe. Ils sont limite RPS, donc il faut quand même un petit peu identifier les choses avant. Et puis ensuite, dans la recherche de solutions, là, on va les faire plutôt au collectif, essayer d'utiliser le collectif pour élaborer des solutions qui vont améliorer globalement la motivation de l'équipe. Donc ça, souvent, c'est effectivement quelque chose qui... Ce qu'on n'a pas précisé, en fait, par rapport à la solution Motiva, c'est que c'est pas simplement un test qu'on passe où on va avoir un rapport qui tombe et où le salarié ou le manager va se retrouver seul pour comprendre ses résultats. Il y a quand même une importance à être débriefé par un professionnel. Oui, moi je pense. Puis c'est toujours l'échange est toujours intéressant. Encore une fois, c'est un support, c'est un très bon support, mais qui peut être interprété ou qui peut être nuancé de manière différente, et d'avoir cet échange, encore une fois, avec soit un manager, soit un RH ou un consultant extérieur, coach, va permettre d'aller creuser, d'aller interroger, d'aller plus loin juste des chiffres ou des noms, quoi. Est-ce qu'il n'est pas plus légitime, par exemple, par rapport à la question de Laure, là, qui demande si on peut utiliser Motiva dans de la cohésion d'équipe, d'avoir recours à des coachs externes plutôt qu'à des internes qui vont être peut-être parti pris dans des situations?
Moi, ma réponse, un peu d'expérience de tout ce qu'on a fait, c'est effectivement, c'est assez difficile parce qu'on a habilité des coachs en interne dans les entreprises, puis au final, ils ont eu beaucoup de mal. Tout le monde trouvait l'idée géniale, et puis dès que c'est animé par des gens en interne, c'est vrai que bon, c'est pas si bien passé que quand c'est des gens externes. Les consultants externes, en fait, ça marche beaucoup mieux parce qu'ils viennent, ils ont voilà, Plus de neutralité. plus neutre, et puis voilà, et surtout, alors, souvent en plus c'est des RH qui font ces animations en interne avec un peu la double casquette, et en groupe. En individuel, ça peut fonctionner assez bien, surtout quand on travaille avec des équipes qui ne sont pas dans son périmètre RH, bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, en collectif, disons que ça met une difficulté supplémentaire. Donc, c'est vrai que c'est souvent mieux d'être accompagné par des consultants externes dans ce type de contexte. En fait, pour que ce soit constructif, l'échange, il faut que le salarié, enfin le collaborateur soit en confiance, quoi. Ouais. Et donc, être en confiance, c'est se sentir en position de non-évaluation et de non-jugement, quoi. Et ça peut être en effet un biais avec quelqu'un en interne de se dire, soit il y a un historique, soit il va évaluer par rapport à un futur, par rapport à quelque chose. Ça va être jugeant, même si c'est pas le cas, même si le RH le fait pas. Ça peut être la perception que pourrait avoir le collaborateur. Donc, il sera moins en confiance et peut-être, en effet, moins dans un échange transparent, quoi. Donc, en ça, l'avantage d'un consultant extérieur, c'est qu'il est neutre. Il est neutre à la fois en termes de l'histoire du salarié et à la fois en termes de positionnement futur, quoi. Alors, pour aller plus loin, Aline, justement, on va parler un peu des cas d'usage d'une solution comme Motiva. Vous avez l'habitude, via votre cabinet, d'intervenir et d'utiliser cette solution en entreprise. Dans quel cas les entreprises font appel à vous? À quel moment? Alors, ça peut être des choses très différentes. Ça peut être je vais citer des exemples. On a le cas de salariés, donc des salariés qui sont depuis un certain temps dans l'entreprise, qui ont évolué, qui ont donné satisfaction. Et puis, à un moment, ça coince. Il y a un truc qui coince. Il y a moins de motivation, une difficulté. Et il y a cette volonté d'accompagner, de chercher à comprendre ce qui se passe, d'accompagner le salarié et de voir comment on peut remettre en selle quelque part, quoi, comment on peut l'aider à se repositionner. Donc là, en effet, c'est une sorte de bilan de remotivation ou de positionnement, on pourrait dire ça comme ça. On a eu aussi le cas, alors je ne vais pas les citer, mais c'est une grande entreprise aussi dans la presse un métier disparaissait dans leur entreprise, le métier de typographe. Donc, il y avait quand même des équipes qui exerçaient ce métier-là, qu'il fallait repositionner parce que le but, c'est de les reclasser dans l'entreprise. Donc, quelque chose de pas évident parce qu'un métier assez spécifique. Finalement, comprendre les motivations, ça permettait de voir dans quel type de métier ils pouvaient développer des compétences. Parce que on sait que pour développer des compétences, il faut être motivé. Il faut déjà en avoir envie. Donc, le Motiva a aidé là-dessus, au repositionnement de ces personnes. Et dans cette idée aussi de se dire, est-ce qu'on fait monter la personne en compétences? On a eu l'occasion aussi de travailler pour une association qui voulait faire monter des personnes dans des positions managériales, chef d'équipe. Mais ils voulaient vraiment creuser les motivations. Déjà, vérifier qu'ils avaient bien compris ce que ça impliquait et deux, de comprendre quelles étaient leurs motivations pour être manager. Et est-ce que ça correspond à ce qu'ils pouvaient aussi offrir, satisfaire. Voilà, il y a vraiment plusieurs façons de faire. Ça peut être sur une personne en individuel, comme ça peut être sur un groupe de personnes par rapport à une restructuration, une montée en compétences sur des postes de management. Ça peut être pas mal de choses. Il y a une question de Corinne qui demande si Motiva peut permettre de développer une motivation collective quand la motivation individuelle existe déjà. De générer une sorte de motivation commune collective.
quelque part, moi j'aurais une réponse, c'est plutôt que ça va générer le fait que chaque collaborateur puisse satisfaire ses motivations, ça va plutôt générer de l'engagement plutôt que d'une motivation. C'est-à-dire que ça va générer de l'engagement vers l'entreprise, de l'attachement vers l'entreprise, parce que si je m'y sens bien, que je m'arrive à finalement, ça me correspond bien, j'arrive à m'y épanouir, je me sens motivé, le matin, je me lève, je me dis j'ai envie d'aller travailler. Eh bien, nous, ce qu'on a vu dans nos travaux de recherche, puisqu'on a mesuré aussi, on a fait passer avec Motiva des questionnaires d'engagement dans certains cas, et on voit que c'est fortement corrélé à l'engagement. C'est-à-dire que voilà, plus vous êtes satisfait motivationnellement, plus ça va vous engager. Et l'engagement, c'est quelque chose qui est plus affectif. La motivation est plus sur quelque chose d'assez rationnel, c'est-à-dire est-ce que je suis satisfait ou pas de tel ou tel point, et si je suis satisfait, tant mieux, et sinon ça va pas aller, je vais me sentir démotivé. Alors que l'engagement, on est plus sur l'attachement à l'entreprise, la relation affective à l'entreprise, et donc ça, oui, ça va effectivement générer de l'engagement vers l'entreprise, ou à l'inverse, générer aussi du désengagement. C'est-à-dire que si les collaborateurs ne sont pas satisfaits de ce qui est important pour eux en matière de motivation, eh bien, ça va être associé à du désengagement, et effectivement, et des comportements associés qui sont des départs d'entreprise, le fait de la dénigrer, etc., et d'avoir des comportements pas très agréables, on va dire. Sachant que le but de l'entreprise, c'est de générer de l'engagement. La motivation, c'est effectivement, il faut que l'entreprise souhaite que le collaborateur soit motivé, mais ce qu'elle veut avant tout, c'est qu'il soit engagé. Tout à fait. La motivation, c'est plus individuel quelque part, et après, l'engagement, en revanche, c'est collectif, effectivement. Est-ce que tout le monde adhère et arrive à se sent engagé par le projet de l'entreprise, sa direction. Après, ce qu'on peut voir, c'est que des fois, décrypter les motivations individuelles permet de comprendre les points communs aussi, quand même. Moi, ce qu'on a remarqué quand on travaille sur des équipes ou des cultures d'entreprise fortes, c'est intéressant de voir des motivations individuelles, des valeurs qui reviennent, qui sont communes à tout le groupe. Et ça peut être un point clé sur cette notion justement de vision et d'engagement, c'est-à-dire, tiens, est-ce que tout le monde a ça parce que finalement tout le monde adhère à cette culture d'entreprise ou à cette valeur-là, ou est-ce que c'est la culture d'entreprise qui a finalement inculqué, semé ça en fait. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir ces valeurs communes qui peuvent finalement intégrer la vision de votre entreprise. Et j'ai un exemple peut-être aussi dans l'idée de est-ce qu'on peut convertir les personnes quelque part, enfin générer de la motivation. C'est vrai que c'est pas forcément évident. J'ai un exemple d'entreprise qui a dans le domaine bancaire, société de nom, qui a toujours recruté ses collaborateurs, enfin plutôt des collaborateurs qui sont dans l'exécution, et puis changement stratégique, on décide d'être plus dans l'innovation, la création, de s'appuyer sur les collaborateurs pour créer, innover. Sauf que comme c'est des gens pour qui c'est pas du tout une motivation, eh bien c'est quand même pas évident, quoi. Donc parce que ça les intéresse pas. Ce qui leur plaît, c'est plutôt de délivrer de bonne manière. Enfin, ils ont d'autres motivations que celle d'être vraiment ceux qui vont créer de nouvelles choses, de nouveaux process. Et au final, souvent, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que, alors, c'est pas impossible avec un peu d'énergie, d'essayer d'intéresser les gens à des choses qui, les intéressent pas du tout. Mais bon, c'est pas forcément la meilleure solution. Peut-être qu'il vaut mieux extraire quelques personnes qui sont vraiment intéressées par ça, puis faire un petit groupe un peu créatif et associé à des gens externes de l'entreprise. Souvent, ça marchera beaucoup mieux que d'essayer de s'appuyer sur des personnes pour qui c'est pas une motivation, donc ils vont faire ça un peu à contre-cœur, ils vont pas mettre beaucoup d'énergie dans la chose. Donc attention quand même, c'est toujours évident. Alors, si je résume un peu ce qu'on s'est dit dans les cas d'usage et à quel moment, quand est-ce qu'on peut utiliser une solution, une démarche comme Motiva, on peut l'utiliser bien évidemment au moment du recrutement d'un candidat. Je pense que c'est un cas d'usage classique. On peut l'utiliser au moment de mobilité interne. Oui, même, je dirais avant, Christophe, sur le onboarding, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui utilisent pour s'assurer pour s'assurer que
le candidat collaborateur va rester suffisamment longtemps, et notamment dans les secteurs où il y a un turnover très élevé, parce que les gens sont très sollicités, reçoivent des annonces, des propositions de job tous les jours. Tout simplement s'assurer qu'on a bien compris ce qui est important pour eux, prévenir le manager, prévenir les équipes RH. Bon, voilà, attention, voilà ce qui est important pour lui, et créer un environnement pour que, on soit sûr qu'on ne se loupe pas dans ce onboarding de la personne. Et ça fonctionne très bien. Ça permet vraiment de gagner pas mal de mois sur ce type de public avant qu'il s'en aille. Et après, effectivement, mobilité, accompagnement de la mobilité, des projets de carrière. Alors, évidemment, c'est l'accompagnement aussi de tous les projets de transformation de l'entreprise. Ça va des disparitions de métiers, des disparitions des réorganisations de sites, des changements stratégiques majeurs. Ça peut être l'accompagnement des projets de flex office. Il y en a pas mal en ce moment, là, suite à la crise des entreprises qui se sont dit, bon, finalement, ça ne marche pas si mal, on va y aller. Donc ça peut être effectivement jusqu'à des bilans mi-carrière, un peu systématiques. On a des clients des ministères, par exemple, qui à mi-carrière font systématiquement un bilan, tous les collaborateurs, tous les agents, effectivement, passent Motiva pour faire un point pour justement la suite de leur carrière, comment ils voient les choses. Ça peut être aussi utilisé dans l'accompagnement de la préparation des entretiens professionnels. Souvent, les collaborateurs ne sont pas bien préparés, le manager n'a pas toujours le temps non plus, ce qui fait que c'est un peu déceptif en termes de résultats. Le fait d'outiller les collaborateurs pour avant ces entretiens professionnels, ça peut vraiment apporter beaucoup. Les collaborateurs arrivent avec des billes du coup un peu plus concrètes face à leur manager ou RH dans ces faits. Ouais. Alors c'est déceptif parce que c'est une obligation légale. Dès que Parce que les entreprises ont l'obligation de le faire. Et oui, mais du coup, ça pourrait être. Alors, c'est vrai que moi, j'ai vu dans certaines entreprises comment ça se passait. En même temps, c'est vrai que c'était pas très motivant, on va dire, de la manière dont c'est fait, ni pour les managers, ni pour les collaborateurs. Donc, faut redonner une chance quand même à ce dispositif qui je pense, c'est vraiment important. Mais il faut, effectivement, si on y arrive sans avoir réfléchi, ça embête tout le monde et on a l'impression que c'est encore un truc de plus à faire. Alors que c'est vraiment une opportunité qui est intéressante. Je voyais tout à l'heure dans les motivations se former, la reconnaissance, pouvoir se former. C'est vraiment des outils qui sont intéressants, et quand ils sont justement accompagnés aussi, quand c'est possible, par des cabinets, je pense que c'est vraiment intéressant d'aider les collaborateurs qui en ont le plus besoin pour justement avoir des résultats intéressants avec ces dispositifs. Aline, vous pouvez mettre votre masque ? Non, je rigole. C'était la blague. L'avantage. Non, mais alors bon, sans digresser sur l'entretien professionnel, c'est une démarche qui peut être, quand c'est super bien fait, quand c'est bien fait, quand tout le monde y a compris son intérêt, qui est vraiment riche et intéressante et qui est hyper utile, que ce soit au salarié ou à l'entreprise. Après, si c'est une démarche qui est subie comme une démarche réglementaire, forcément, ça ne fonctionne pas. Oui, bon, ça n'a pas de sens. Mais comme toute démarche d'accompagnement, et je dirais que c'est le préalable, le prérequis, c'est que chacun y ait compris pourquoi on fait cette démarche et quel est son intérêt dans la démarche. Le collaborateur comme la personne, comme l'entreprise, quoi. Et que ce soit sur une étape de recrutement, que ce soit dans du repositionnement, que ce soit dans du suivi de formation ou du développement de compétences, il faut qu'il y ait une compréhension de la démarche, il y a un engagement dans la démarche et un intérêt dans la démarche par les deux parties. C'est vraiment le préalable. Donc, pour répondre à une question de Corinne, le Motiva est un outil dans la démarche, c'est pas la démarche en elle-même. Donc, il faut voir finalement comment est construite la démarche autour du Motiva, comment est communiquée la démarche, comment est annoncée la démarche, et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que si c'est juste faire passer un test et que derrière, c'est pas utilisé ou mal utilisé, ça va créer plus de déception qu'autre chose. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait, et voilà. Et donc, il y a une question qui était sur ce que ça coûte. Alors, il y a le coût du test, mais c'est finalement la globalité de la démarche. Et selon le consultant, selon ce que vous avez décidé ensemble comme démarche, les coûts vont être très variables, entre guillemets. Je suis incapable de donner un coût comme ça, quoi. Ça peut être intégré dans une démarche de coaching, dans une démarche juste de bilan. Donc, le coût, il sera en fonction de la démarche. Alors, j'ai une dernière
question, parce qu'on approche de la fin, hein, ça passe quand même assez vite. Justement, je suis RH, j'ai réfléchi à une démarche, je souhaite faire passer Motiva à une équipe, à mon équipe commerciale par exemple. Comment je leur présente ça? Comment je leur vends l'outil? Parce que effectivement, c'est quand même une démarche, on l'a vu, où le collaborateur doit s'exprimer et le plus librement possible et donc être en confiance dans la démarche, puisqu'il va livrer ses envies, ses motivations, etc. Donc, comment je fais pour l'amener à passer ce test dans les meilleures conditions? Alors, est-ce que c'est dans le cas est-ce que déjà cette personne est formée sur l'outil? La question, c'est comment je vends le test à un salarié dans l'entreprise? Comment je le motive à passer le test? C'est ça, la question. Alors, c'est pourquoi déjà, pourquoi cette démarche? Qu'est-ce qu'on va faire? À quoi le test va servir, entre guillemets? Donc, bien lui expliquer ça. Toujours avoir une démarche en amont de communication d'intérêt, de montrer qu'on n'est pas dans l'évaluation du jugement, mais vraiment sur un support de discussion. Donc, il y a cette notion de confiance et de transparence. Et toujours avoir un débriefing derrière. Elle rejoint celle de Camille qui dit, et celle d'avant qui dit, pour que le salarié se sente libre de sa parole et que le test, entre guillemets, ne soit pas retenu contre lui. Déjà, c'est de le dire. C'est de le dire et que ça ne rentre pas dans une notion d'entretien, d'évaluation ou choses comme ça, de dire que ça ne rentrera pas. Toujours, encore une fois, de dire qu'on n'est pas dans cette notion d'évaluation. Ouais, c'est ça. Après, il y a la notion de confidentialité aussi. Alors, en tant que consultant externe, nous, on se met toujours d'accord avec l'entreprise et le salarié en amont de la démarche pour se dire qu'est-ce qui est restitué au salarié, qu'est-ce qui est restitué à l'entreprise. Dans certaines situations, on peut dire que c'est une démarche confidentielle où il n'y a pas de restitution à l'entreprise, c'est le salarié qui restitue à l'entreprise ce qu'il veut restituer, entre guillemets. Enfin, il y a plusieurs degrés, selon, encore une fois, un point d'achoppement de départ qui est où on se met d'accord ce qu'on appelle un accord tripartite entre le consultant, l'entreprise et le salarié sur la notion de qu'est-ce qui est confidentiel ou pas. En fait, le point le plus important, c'est le sens de ce test. Le sens, c'est le cadre. Pourquoi le cadre et les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est vraiment... Le sens et les règles du jeu, je suis d'accord avec vous. Les règles du jeu doivent être très claires et on n'en change pas. Et je sais qu'on avait, par exemple, avec un client, une grande entreprise, défini des règles du jeu. Et puis, en cours de route, le DRH va nous voir, nous dit, bon, moi, je suis le DRH, j'aimerais bien accéder à telle et telle donnée. Non, à partir du moment où les RH n'ont pas accès aux données, c'est les collaborateurs qui ont ces données pour eux, qui l'utilisent pour eux. Le cadre a été bien défini dès le départ, donc on peut avoir des statistiques globales sur l'ensemble des résultats pour les collaborateurs, mais pas les résultats d'un tel ou une telle. Donc, les règles du jeu à définir dès le départ sont vraiment importantes. Et souvent, d'ailleurs, c'est présenté aux IRP quand on a des démarches un peu globales dans l'entreprise. Tout ça, c'est bien cadré de manière à ce qu'il n'y ait pas de dérapage au cours de route. D'accord. Complètement d'accord. Il y a un aspect déontologique à avoir. Il y a une responsabilité déontologique, un code déontologique et la personne qui utilise le test doit avoir cette intégrité. Voilà, ce qui est important aussi, c'est aussi que les collaborateurs soient demandeurs. C'est important. C'est-à-dire que si ce n'est pas le sujet, si il n'y a pas de sujet autour de la motivation ou des carrières en interne, les gens sont parfaitement épanouis. Faut aussi être pertinent dans ce qui est proposé aux collaborateurs. Donc ça peut, il y a des entreprises il y a aussi les choix qui sont à faire il y a des entreprises qui vont proposer Motiva un peu en autoconsommation, on va dire, donc c'est une sorte de premier niveau, parce qu'il y a des vidéos qui permettent de restituer les résultats. C'est un peu une façon c'est un produit d'appel, on va dire, pour attirer les collaborateurs via les RH qui se posent des questions autour de leur carrière. Après, il y a des collaborateurs qui vont avoir la possibilité de demander un accompagnement, soit éventuellement
d'un coach externe à l'entreprise qui va pouvoir les aider un peu de manière indépendante, soit par des RH qui sont habilités dans l'entreprise. Et les ratios, on va dire, dans ce qu'on peut voir, c'est il va y avoir 10% des collaborateurs qui vont préférer aller vers un RH interne de l'entreprise, parce que c'est souvent des gens qui ont un projet déjà assez avancé, assez clair, qui sont assez clairs dans leur tête. Et surtout, ils sont OK pour communiquer le fait qu'ils souhaitent changer. Et, après, il va y avoir peut-être 10-20% des personnes qui vont préférer un accompagnement externe, c'est-à-dire parce qu'ils sont moins mûrs dans leur projet, ils n'ont pas encore envie d'indiquer qu'effectivement, ils sont intéressés à réfléchir, enfin, ils préfèrent que ce soit fait vraiment de manière complètement confidentielle. Et puis, il y a des gens qui sont pas encore tout à fait mûrs, ils vont le faire plutôt par curiosité, c'est une première étape, et puis peut-être que dans quelques mois, effectivement, les choses vont se dessiner d'une manière un peu plus concrète, mais il y a aussi la curiosité, savoir un peu où on en est. Parfois, il y a aussi des gens qui ont juste le plaisir de se dire, bon, finalement, ce que je fais me plaît pas si mal, et moi, je suis plutôt content, ça réengage le fait de se dire, bon, le fait de faire un point de temps en temps et de se dire, bon, finalement, par rapport à tout un tas d'autres alternatives, tout n'est pas parfait, mais c'est quand même pas si mal. Ça réengage la personne, le collaborateur, pour un certain temps. Il y a des questions là, de consultants et coachs qui me demandent si ils peuvent être formés à l'outil, s'il y a besoin d'une certification à l'outil pour pouvoir l'utiliser. Oui, alors il y a 2 niveaux. Alors il y a une habilitation qui est de 2 jours, enfin une formation de 2 jours qui donne une habilitation à utiliser l'outil. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 1700 coachs qui sont en France, en tout cas, qui sont habilités à utiliser Motiva et qui permettent d'utiliser ensuite Motiva dans tous les contextes qu'on a vus, qu'on a évoqués. Pour ceux qui voudraient aborder les choses de manière plus light, on a écrit un livre qui s'appelle « La motivation, une compétence qui se développe », dans lequel il y a un peu toute la méthodo qui est en open source, je dirais. Donc on peut déjà démarrer des réflexions sans forcément acheter l'outil. Ça permet déjà de démarrer. Évidemment, la situation idéale, c'est effectivement pouvoir accompagner les collaborateurs. Alors, on ne peut pas accompagner forcément tous les collaborateurs. C'est pour ça qu'il faut trouver des dispositifs un petit peu ingénieux dans lesquels on a une partie des collaborateurs qui peuvent être accompagnés par des coachs externes, comme ça, comme Aline. Une partie en interne pour des raisons de coût aussi, et puis peut-être en autonomie pour ceux qui sont peut-être les moins demandeurs et pour lesquels il n'y a pas besoin forcément d'autant d'énergie et de moyens à déployer. Il y a Marine qui vient de Pearson Talent Lands qui vient de nous partager les liens vers Motiva et vers le parcours de formation que vous pouvez retrouver dans le chat là directement. Super, merci Marine. Alors on va conclure. On a vu effectivement que la solution pouvait être utilisée finalement à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit dans le recrutement, de la mobilité, de la transformation des métiers, des reconversions, etc. Au niveau individuel, soit pour un collaborateur, soit pour une équipe, soit pour un groupe de collaborateurs de façon individuelle ou collective. Et puis j'imagine qu'aussi aujourd'hui, ça peut être un superbe outil dans le cadre du retour au travail pour mesurer si la motivation est toujours là pour les collaborateurs. Donc je pense que ce type d'outil a tout son sens, d'autant plus en 2021, avec ces problématiques de retour au travail, de remotivation, je dirais, des équipes. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là avec nous ce matin, Aline et Yves. J'espère que vous allez toutes et tous passer un bon moment en notre compagnie. Et comme promis, il est 12h03. Je vous libère pour une terrasse. Même pour en terrasse. Bon, pour l'instant, si tout le monde a du soleil, mais bon. Et vous retrouverez ce replay sur MyRHline. Alors, exceptionnellement, pas demain, mais à partir de mardi. Voilà, je vous remercie. Bonne fin de journée. Merci à tous. Merci pour les questions très intéressantes qui ont été posées. Merci à tout le monde. Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir.